Donc, je vous propose de démarrer par une petite définition de ce qu'est la classe dehors. La classe dehors, c'est une pratique pédagogique qui consiste à faire classe dehors, en dehors des murs de sa classe, mais pas forcément en dehors des murs de l'école, pas forcément en dehors de l'enceinte de l'école. Ça peut être tout aussi bien dans la cour de l'école que dans le parc de la ville, dans un terrain privé, prêté à l'école, avec, une convention ou dans un espace boisé. Donc on peut dire qu'il y a des classes dehors parce qu'en fait, pour moi, il y a 3 façons de faire classe dehors. La première façon, ce serait de transposer sa classe en extérieur. La deuxième façon, de faire classe avec du matériel naturel et la dernière façon, d'utiliser la nature, d'utiliser le dehors comme base d'apprentissage. Je vais développer maintenant ces 3 points, ces 3 postures pour que vous puissiez comprendre un petit peu plus là où je souhaite en venir. Donc la première posture que j'ai appelée transposer sa classe dehors, en fait, c'est une posture dans laquelle on va jouer sa classe comme on la jouerait, dans sa salle de classe à l'extérieur, mais avec la même préparation matérielle, que ce que vous auriez utilisé dans l'enceinte de votre classe. Par exemple, ça va être le cas de certaines matières qui sont très faciles à transposer dehors, comme la lecture, la dictée, la poésie, le calcul mental ou le sport. En fait, l'espace extérieur ici, va nous permettre vraiment d'avoir, une liberté de mouvement beaucoup plus importante, un espace qui est beaucoup plus grand et du coup pas du tout hermétique comme peut l'être la salle de classe. Ce qui va être idéal, par exemple, si on choisit de faire des travaux de groupe et auquel cas, le niveau sonore qui va monter finalement ne va pas nous gêner les uns les autres parce qu'on va pouvoir s'espacer les uns les autres. Et puis, notamment, on aura aussi un sentiment de liberté qui est plus fort parce que voilà, on n'est pas confiné dans un espace, fermé. Ensuite, donc la deuxième posture dont je vous parlais tout à l'heure, c'est faire classe avec du matériel présent dehors, du matériel naturel ou présent dehors en fonction de la posture qu'on souhaite adopter, dehors. Donc on va utiliser l'extérieur comme matériel d'apprentissage. Par exemple, quand je vais aller, avec mes élèves, me rendre au marché, pour, réaliser, des collectes de données numériques afin de réaliser ensuite en classe, des problèmes mathématiques. Donc je vais aller récolter plusieurs informations numériques, sur le marché, dans certains magasins, je vais aller prendre des photos et ensuite ces photos me serviront à construire des problèmes mathématiques avec mes élèves. Donc là, c'est pas un matériel naturel, mais c'est un matériel qui est présent dehors. Ensuite, je vais pouvoir travailler, par exemple, en art, en faisant de la peinture naturelle, du land art, du tissage. Voilà, je vais pouvoir aller utiliser vraiment ce que j'ai prélevé dans la nature sans amener autre chose euh, comme matériel pour pouvoir atteindre un objectif que j'ai prédéfini avant. Ensuite, ça va être le cas également de certaines disciplines mathématiques comme la numération, le calcul, ou par exemple dans ma salle de classe, je vais aller utiliser du matériel de numération. Et là, en extérieur, je vais me mettre d'accord avec mes élèves pour créer un référentiel de ce matériel de numération. Et par exemple, le caillou deviendra une unité, le petit bâton va devenir une barre de 10, etc. Donc là, je vais pouvoir travailler par exemple tout ce qui est décomposition, calcul opératoire grâce au matériel trouvé dehors, grâce à la nature. Et la dernière posture dont je vous parlais tout à l'heure, c'est la nature comme base d'apprentissage, c'est-à-dire le fait de partir de l'observation du milieu naturel, du dehors, comme base d'apprentissage. Et là, je distingue bien milieu naturel et dehors, parce que par exemple, ça va être le cas en sciences, on va se questionner sur la faune, sur la flore, sur le climat, etc. Donc vraiment pour faire un travail de recherche, d'expérimentation. Mais ça va être aussi le cas en géographie, par exemple, où on va pouvoir observer des éléments qui sont propres à l'homme et à la façon dont il les a construits et agencés, mais ça va quand même nous mener à un travail d'étude du dehors. Par exemple, ça va être le cas sur la construction de la commune, etc. Hop. Du coup, je vous propose qu'on passe à la deuxième partie que j'avais appelée Pourquoi faire classe dehors en 2025. Voilà. Pourquoi faire classe dehors aujourd'hui dans un monde où finalement le changement climatique est prédominant et vraiment et l'inquiétude un petit peu de tout le monde. Déjà parce que la classe dehors, ça va nous permettre de construire les éco-citoyens de demain. Le but, c'est de les sensibiliser à tous ces sujets d'actualité pour qu'ensuite ils puissent aussi faire des choix éclairés sur le monde de demain, sur l'avenir.
Parce que voilà, on sait bien qu'on va protéger davantage ce qu'on a appris à aimer et ce qu'on a appris à connaître. Ensuite, j'ai mis le mot bien-être parce que clairement, quand on est en classe dehors, la posture, de l'enseignant, elle va être complètement différente, la posture des élèves aussi et le fait d'être dehors permet de sécréter des endorphines, l'endorphine qui est l'hormone du bonheur et tout ça, ça permet de se sentir beaucoup plus détendu que lorsqu'on est à l'intérieur d'une salle de classe. Alors, le fait qu'on puisse se sentir plus détendu, ça va pas forcément être vrai sur les premières séances parce que des fois les premières séances, aussi bien chez les élèves que chez l'enseignant, en fait, on peut être un petit peu plus stressé parce que voilà, on ne sait pas encore comment ça va se dérouler. Mais une fois que la séance de classe dehors s'est ritualisée, finalement, voilà, la sérénité prend le dessus et le bien-être d'être dehors prend le dessus. Voilà, plusieurs études le prouvent et le démontrent. Voilà. Euh, la classe dehors aussi, ça permet d'être davantage acteur de ses apprentissages. Et on va dire que tout ce qui est test, essais, erreurs, voilà, ça va être renforcé par le fait d'être dehors. On va pouvoir tâtonner, voir les actions de ce qu'on a fait, essayer de comprendre pourquoi on n'a pas réussi. Et tout ça, c'est vraiment facilité par l'espace extérieur qui va être aussi, qui va rendre possible aussi la liberté voilà, de mouvement, d'espace. L'enseignant aussi est plus autant dans une posture transmissive comme il pourrait l'être dans la salle de classe. L'enseignant aussi va se retrouver dans une posture finalement plus d'accompagnant et une posture d'observateur. Voilà aussi le fait, par exemple, de se déplacer jusqu'à son lieu de classe dehors va rendre propice aussi les échanges avec les petits parleurs qui n'auraient peut-être jamais lieu en dehors de ces temps-là, parce que c'est vrai que des fois, les petits parleurs ont du mal à parler devant le groupe classe. Et le fait finalement d'aller les chercher sur ces temps de trajet, ça va pouvoir faciliter ces échanges-là parce qu'il n'y a pas le regard des autres. Euh, et j'ai remarqué aussi, donc après ces 5 années de classe dehors, que les interactions finalement entre élèves sont beaucoup plus nombreuses du fait de la configuration du lieu de classe dehors, le fait d'être en petits groupes, etc. Les interactions entre élèves sont voilà, beaucoup plus nombreuses et ne sont pas seulement entre élèves et enseignants comme il peut y avoir un espèce de, voilà, de match de ping-pong où l'enseignant parle, l'élève répond, même si ce n'est pas toujours le même. On se rend compte que voilà, en classe dehors, les interactions entre élèves sont plus nombreuses et du coup, on sait que c'est ces interactions-là qui sont vraiment plus profitables aux enfants, en tout cas pour formaliser et pour mémoriser les apprentissages. Donc, je pense à la partie qui va vous intéresser le plus. Maintenant, on va passer à la dernière partie, la partie que j'ai appelée comment démarrer même en période 5 la classe dehors. Et donc là, on va passer à la partie où je vais vous donner vraiment des astuces concrètes que vous allez pouvoir tester dès la fin du webinaire avec votre classe. Voilà. Donc, pour démarrer cette première partie, elle s'articulera à nouveau en trois sous-parties. La première partie qui va avoir son importance puisqu'elle consiste à choisir et analyser son lieu. Ensuite, ce sera gérer l'administratif et investir le lieu avec ses élèves. Donc, le premier travail avant de partir en classe dehors avec ses élèves, déjà, c'est de trouver un lieu où vous allez pouvoir faire classe dehors. Donc, au début, ça peut très bien être la cour de l'école en fonction des objectifs que vous visez. C'est vrai que la cour de l'école, parfois, ça a un côté qui est très rassurant. Voilà, on reste quand même dans un lieu qui est fermé, donc ça peut être rassurant pour démarrer. Mais peut-être que vous aurez envie d'aller plus loin parce que vous aurez des objectifs à aller chercher que vous ne pourrez pas atteindre dans votre cours d'école. Donc le premier travail, c'est de choisir un lieu en amont de sa première sortie avec ses élèves, un lieu qui vous permette voilà, d'avoir une visibilité globale, une bonne visibilité sur l'ensemble de vos élèves tout le temps, même en leur laissant la liberté de mouvement, même en leur laissant la liberté de se déplacer. Donc il faut un lieu voilà, qui offre une bonne visibilité. Ensuite, il va falloir que vous repériez sur ce lieu tous les dangers possibles et je vous conseille même de les photographier. Par exemple, je ne sais pas s'il y a un petit ravin, s'il y a une très très grosse racine, un arbre qui peut être menaçant, vous les photographiez et ensuite, avant la première séance de classe dehors avec vos élèves, vous leur montrez les photographies pour qu'ils puissent déjà anticiper et se projeter dans le lieu de classe dehors. Ensuite, un lieu qui va vous offrir suffisamment de possibilités de travail. Donc, idéalement, si vous avez choisi de travailler en lien avec la nature, un lieu qui soit plutôt végétalisé. Mais voilà, un lieu qui puisse faire varier, peut-être avec un petit peu d'eau, où la faune et la flore peut être assez riche. Après, il peut y avoir aussi
plusieurs lieux en fonction des objectifs que vous cherchez à atteindre. Moi, je sais que par exemple, quand je souhaite travailler avec des marrons, si je veux travailler avec un land art, je vais aller plutôt travailler au parc. Alors, si je veux travailler plutôt sur les petites bêtes d'eau, je vais plutôt aller travailler dans le bois, proche de mon école, parce que je sais qu'il y a un petit cours d'eau. Si toutefois vous allez sur un terrain qui est privé, il faut absolument que vous mettiez en place une convention avec le propriétaire de ce lieu. Vous pouvez vous rendre à la mairie pour connaître le numéro cadastral et l'identité du propriétaire. Et ensuite, donc, il y a une convention qui est à mettre en place, une convention d'occupation des lieux, afin d'y être en toute légalité. Il vous faudra ensuite préparer une demande d'autorisation de sortie pour sa direction d'école. Donc la même demande que vous feriez, par exemple, pour vous rendre à la piscine ou à la bibliothèque. Et donc où vous stipulez les horaires de sortie, le nombre d'élèves, par quel trajet vous allez passer, si vous avez des accompagnateurs. Et voilà, rien de plus. Donc ensuite, comment est-ce que vous allez investir le lieu avec ces élèves avec vos élèves. Donc là, vous avez trouvé votre lieu, vous savez, vous avez repéré tous les dangers, vous êtes allé sur place vous rendre compte. Là, vous allez démarrer votre première séance de classe dehors et bah voilà, c'est ma première séance de classe dehors. Qu'est-ce que je fais avec mes élèves? Eh bien, d'abord, comme on le ferait à chaque fois qu'on découvre du nouveau matériel, une fois qu'on a pris le temps de délimiter l'espace avec les élèves, c'est-à-dire leur dire bah, tu peux aller jusqu'à là, mais pas plus loin. Donc, je vous conseille peut-être au début d'apporter des plots. Ça peut, au moins, on est sûr que tout le monde parle bien des mêmes délimitations. Et ensuite, on va leur laisser découvrir le lieu. Exactement comme on le ferait pour un nouveau jeu qu'on apporte en classe. Il faut leur laisser découvrir. Ils ont besoin de se l'approprier, de manipuler, de toucher, etc. Donc, on leur laisse découvrir librement le lieu. Une fois qu'ils ont pris le temps d'observer librement, de courir, de se déplacer à leur guise, on va leur proposer des critères d'observation avec les 5 sens. Donc ce que je sens, ce que je vois, ce que je touche, ce que j'entends et ce que je pourrais goûter. Je dis je pourrais goûter parce que je dis toujours à mes élèves voilà, qu'on évite de goûter des choses en classe dehors parce que parfois on n'est pas toujours sûr de ce qu'on aura envie de goûter. Donc on part du principe que le mieux c'est, en tout cas pas seul, de ne pas goûter. On fait un premier point avec eux et l'idée, ça va être de se créer une culture commune de ce qu'on a vu, de ce qu'on a entendu et cetera, de ce qu'on a réussi à déterminer avec nos différents sens. Ce qui va nous permettre dans un premier temps, bah, déjà de croiser les regards, se rendre compte que même si on est dans le même lieu, tous les élèves n'auront pas eu, accès aux mêmes informations parce qu'ils n'auront pas, prêté attention aux mêmes choses. Donc on va créer, un petit répertoire commun et ensuite on va proposer aux élèves, un petit peu de matériel afin de leur permettre d'aller observer plus finement, ce qu'ils ont pu, côtoyer, jusqu'alors, dans cette première séance de classe dehors. On peut leur mettre à disposition quelques petites choses, rien d'incroyable, des loupes si vous en avez, des petits bocaux loupes si vous en avez, sinon juste des petits bocaux pour qu'ils puissent observer, voilà, vraiment de près sans avoir peur de manipuler, ne serait-ce qu'un insecte ou ce genre de choses. Et éventuellement, si vous avez, c'est vrai que ça peut être un vrai plus, notamment pour, le retour au calme et stimuler l'observation, les jumelles. Donc l'idée après, c'est d'aller travailler dans ce lieu, de s'y rendre régulièrement. Avant chaque sortie et chaque séance, il va falloir que vous commenciez, vous, à déterminer l'objectif que vous allez viser, par la séance et à réfléchir ensuite aux activités qui vous permettront d'atteindre le ou les objectifs. Pourquoi je vous ai enfin, pourquoi j'ai nommé cette partie, pourquoi un travail même en période 5? Parce que souvent, voilà, là, c'est la fin de l'année scolaire, on commence tranquillement à se projeter dans l'année d'après, tout en finissant l'année en cours et puis on a parfois, des nouvelles idées et on se dit: «Ah tiens, l'année prochaine, j'aimerais bien tester ça, avec mes nouveaux élèves, ma nouvelle classe», et en fait, je me dis que c'est dommage. C'est dommage d'attendre, finalement l'année d'après, déjà parce qu'elle est encore loin et c'est dommage parce que les élèves que vous avez là maintenant en période 5 finalement, bah, ça fait déjà 4 périodes, plus de 4 périodes que vous les connaissez et vous les connaissez même bien. Ce qui ne sera pas du tout le cas à la rentrée quand vous allez découvrir vos nouveaux élèves. Vous les connaissez bien, vous allez pouvoir tester des choses avec eux, vous savez comment ils réagissent à certaines choses et vous allez pouvoir réajuster leurs réactions. Vous allez aussi pouvoir réfléchir
faire un petit retour, voilà, sur ce qui s'est passé, pendant les vacances, des fois à froid. Voilà, là vous allez vivre la séance à chaud et puis finalement, pendant les vacances, vous allez peut-être vous dire: «Ah bah oui, moi, en tout cas pour ma classe, j'aurais peut-être dû faire ça, ça et ça» et finalement, voilà, ça va vous permettre d'avoir du temps d'y réfléchir parce que c'est vrai que des fois, on sait tous comment c'est, hein, pendant la période, on est un peu entre la kermesse et cetera, on a tous un peu la tête dans le guidon et du coup, on n'a pas forcément le temps de redescendre et de réfléchir à tout ce qui s'est passé. En plus, l'avantage de la période 5, on va pas se mentir, c'est que normalement, il y fait plutôt beau. Le temps est plutôt agréable, donc c'est plus facile, de sortir parce qu'on n'enfile pas les bonnets, les écharpes, les chaussures de pluie et cetera. Là, voilà, on sort, presque tel qu'on est, bon, si ce n'est qu'on fait attention, peut-être à éviter les sandales, mais sinon c'est quand même assez facile. Et puis aussi parce qu'on est encore au printemps et que le printemps, vraiment, ça offre une palette de choses à observer qui est vraiment très large avec voilà, la remise en vie de la nature et ça, c'est vraiment chouette à observer avec ses élèves. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on va faire en période 5 avec sa classe à la suite de ce webinaire? Je vous propose de travailler autour des insectes. Alors j'ai choisi les insectes parce que clairement, voilà, on n'a pas tous la chance d'habiter dans un cadre végétalisé où voilà, on a une école qui est en ville et pour l'instant on a choisi de sortir dans la cour. C'est pas grave, les insectes, il y en a partout aussi bien dans la cour de l'école qui est pourtant très bitumée que dans les sous-bois, que dans le parc, etc. Donc du coup, ces séances que je vais vous proposer, vous pourrez les jouer qu'importe votre contexte d'exercice. Pour réaliser les séances avec vos élèves, vous aurez besoin de peu de matériel, des images d'insectes, des petits bocaux type petits bocaux à confiture ou des polos si vous en avez, de quoi prendre des photos ou voilà, faire photographier, des pelles, un imagier de référence des insectes, donc c'est-à-dire, ça va être, le principe, ça peut être là où vous allez recenser, tous les insectes communs, ça peut être des petites cartes et cetera, la forme que vous voulez, du papier affiche et de quoi écrire. Donc, on va commencer, avec, donc nos élèves tout de suite par, déjà définir ce que c'est un insecte. Parce que c'est vrai que souvent tout ce qui est une petite bête est souvent associé à un insecte alors que voilà, ce n'est pas forcément le cas. Donc on va proposer aux élèves déjà dans un premier temps de déterminer ce que c'est un insecte grâce, à des images où on aura plusieurs insectes en photo. On va aller dans la cour de l'école ou dans son lieu de classe dehors pour aller chercher des insectes avec ses élèves et on va leur proposer de les photographier. Déjà, le but de ce travail, c'est vraiment d'être sûr qu'ils aient réussi à s'imprégner de la définition qu'on va leur faire d'ailleurs plusieurs fois rappeler. Et le fait de les photographier, c'est parce qu'on va ensuite les réutiliser en classe. Une fois qu'on va revenir en classe, vous allez soit projeter, les images qui ont été prises par les élèves, soit vous allez les imprimer et on va demander aux élèves, en rappelant les critères, c'est-à-dire le corps en 3 parties, les 6 pattes et cetera, de vérifier que toutes les photographies qui ont été prises sont bien des photographies d'insectes. Et ensuite, on va leur proposer, d'essayer d'identifier et de nommer, les insectes qui ont été pris en photo grâce à votre imagier de référence, des insectes. Donc par exemple, moi avec les élèves, au bout de plusieurs séances, on avait complété une petite fiche d'observation pour essayer, voilà, de faire l'inventaire, dont je vais vous parler après, faire l'inventaire de notre lieu de classe dehors où là, j'avais proposé donc aux élèves de réaliser un petit croquis. Donc là, on voit, l'insecte, donc le balanin qui a une espèce de grande trompe, et donc comme ça nous permet de recenser où est-ce qu'il a été trouvé, de regarder sa couleur, sa forme et cetera. Donc les petits bocaux dont je vous parlais tout à l'heure, voilà, vous pouvez les voir, en photo. Donc, en prolongement, donc moi j'utilise la roue des petites bêtes avec mes élèves, qui sera à disposition d'ailleurs, dans le livre. Mais on peut aussi tout aussi bien utiliser des petites cartes, comme des flashcards et cetera. Ensuite, on peut proposer en prolongement aux élèves de réaliser un inventaire de notre lieu de classe dehors ou de la cour. Bien sûr, on va aller baliser une zone à étudier. Ce serait vraiment trop fastidieux en fonction de la taille de sa cour ou de son lieu de classe dehors de dire qu'on va recenser la totalité des insectes présents sur cette zone-là. Donc c'est pour ça on va commencer par baliser cette zone et ensuite on va confier du matériel aux élèves afin qu'ils puissent rechercher les insectes présents sur cette zone. Donc on va leur confier des pelles,
des loupes, des bocaux et on va faire un point toutes les 10 minutes sur ce qui a été trouvé. Si on n'a pas assez de matériel, pour mettre à disposition de tous ces élèves, ils vont travailler par 2. Mais si on n'a pas assez de matériel, finalement, au début, on peut leur confier un seul objet et après, au bout des 10 minutes, ils vont changer d'objet à chaque fois. Ils vont prendre systématiquement chaque insecte trouvé en photo et le dessiner comme j'ai pu vous montrer sur la fiche précédente. Et pour les cycles 1, il peut être intéressant, même pour les débuts de cycle 2, de leur mettre à disposition toute une banque d'images des insectes les plus courants et leur confier un petit anneau porte-clés. Et à chaque fois qu'ils voient par exemple une coccinelle, ils vont aller chercher la carte coccinelle dans votre bac à cartes et ils vont l'accrocher sur leur anneau porte-clés. De retour en classe, l'idée, ce sera également d'identifier les insectes et de réaliser une affiche soit avec les photographies que vous avez prises, soit avec les dessins. D'ailleurs, il peut être intéressant d'associer le dessin à la photographie pour voir que des fois, il faut davantage observer, que le dessin nous permet d'observer plus finement finalement la composition de l'insecte. Voilà, les plus jeunes, donc après on écrira le nom de l'insecte en dessous et les plus jeunes, voilà, pour qui ça peut être difficile d'écrire, pourront par exemple recomposer le mot avec des lettres mobiles. Un autre prolongement possible, à la suite de ce travail sur les insectes, ça va être de faire une recherche par exemple sur leur alimentation, sur le cycle de vie des insectes comme la fourmi, l'abeille, leur rôle dans la nature. Est-ce qu'ils sont plutôt pollinisateurs, c'est-à-dire est-ce qu'ils participent à la reproduction des plantes en assurant le transport du pollen d'une plante à l'autre? Est-ce qu'ils sont plutôt décomposeurs? Est-ce qu'ils aèrent le sol en broyant et digérant la matière organique qui est présente dans le sol? Ou est-ce qu'ils sont plutôt des prédateurs, c'est-à-dire qu'ils vont eux-mêmes consommer d'autres insectes et réguler ainsi la population des insectes, comme pourrait le faire la coccinelle avec les pucerons. Ils peuvent être aussi consommés par d'autres animaux, comme l'hirondelle avec le moustique. Plus vous ritualiserez l'apprentissage des noms des insectes avec les élèves, plus ce sera facile pour eux de les mémoriser. Vous pouvez tout aussi bien leur faire découvrir chaque jour un insecte et leur faire noter le nom. Ils peuvent ensuite le dessiner sur le cahier, inventer une petite phrase en dictée à l'adulte ou en production autonome en fonction de l'âge de vos élèves. Voilà, une petite phrase avec le nom de l'insecte dedans. Et voilà, plus vous le mémoriserez, plus ce sera facile ensuite pour eux, plus vous le ritualiserez, plus ce sera facile pour eux ensuite de le mémoriser. Voilà, sur les pistes de travail que je vous propose, on peut maintenant passer à la partie questions.